entre le Congolais et l'expatrié. Qui contrôle le marché et l'économie congolais? C'est la question que nous nous posons ce matin, ici, dans On est ensemble. Un État comme le Congo, libre et indépendant du point de vue politique et économique, c'est un danger pour des grandes puissances. Si vous évaluez ce que l'État a comme part dans de tels capitaux, c'est peut-être en deçà de 50%. Donc déjà, nous comprenons que notre économie est tenue par des capitaux étrangers. La politique comme l'économie a horaire difficile. Ces expatriés-là, en venant au Congo, ils sont allés même exercer leurs activités là où les Congolais étaient absents. Pourquoi n'avons-nous pas remarqué depuis tout ce temps que celui qui était censé être le grossiste est devenu le détaillant? Moi, ce que je vais demander aux Congolais, c'est que, s'il vous plaît, si vous avez un peu de moyens, ne pensez pas directement qu'il y a un chapenga. Non. Les expatriés que vous voyez avec le supermarché et autres, ce qu'ils ont comme produit, comme article dans le supermarché, ce ne sont pas des grandes choses. C'est vous qui êtes juste complexé. Quand un étranger veut solliciter un crédit, on se dit toujours, si ils vont chercher leur banque, il y aura la facilité. Mais quand c'est un Congolais, il faut multiplier les conditions. La majorité des Congolais aujourd'hui, ils ont perdu leur banque. Monsieur Joël, on doit accepter aujourd'hui de monopoliser d'autres secteurs. La guerre actuellement n'est pas que politique, elle est plus économique. Et les nations qui gagnent la guerre, toutes les guerres qui s'organisent, ce sont les nations qui sont très organisées sur les plans économiques. Le problème, c'est est-ce que ce ne sont pas des spéculateurs? Est-ce que ce sont des vrais investisseurs? C'est à ce niveau-là qu'il faut aller avec les débats. Calmez-vous, s'il vous plaît. Excusez-moi, je voudrais intervenir un peu. Allez-y. Vous savez, nous parlons de l'économie et l'économie, c'est l'argent. L'argent n'aime pas de bruit. Retour plateau, on est ensemble du 26 juillet 2022. Aujourd'hui, nous parlons économie. Oui, parce qu'il est l'heure aujourd'hui, franchement, de parler économie ici, sur ces plateaux, d'on ensemble sur B1 Télévision, entre le Congolais et l'expatrié. Qui contrôle le marché et l'économie congolais? C'est la question que nous nous posons ce matin, ici, dans On est ensemble. À vous. Alors, on va rentrer rapidement dans les vifs du sujet. Je l'ai annoncé tout à l'heure, chers messieurs, sur ces plateaux, les espaces de commerce congolais sont de plus en plus envahis, on va dire, par les expatriés. Une question monte dans ma tête. Est-ce un bon signe d'une sorte, on va dire, des gentillesses ou d'hospitalité légendaire du Congo ou un danger pour l'économie congolaise? Parler de danger, si je dois prendre la parole le premier, c'est un peu trop dire, parce que déjà, dans tous les discours que nous entendons depuis plusieurs décennies, c'est que le Congo a besoin des investisseurs. Et ces investisseurs doivent avoir des capitaux. Or, parmi les Congolais, nous en avons peu qui ont des capitaux pour investir. Parce que déjà, les hommes les plus riches au Congo, entre guillemets, ce sont des politiciens. Vous voyez ce que déjà ça donne. Alors, s'il faut parler des expatriés qui envahissent le marché et l'économie congolaise, ce n'est pas aussi de leur faute. C'est parce qu'il y a eu des portes qui leur ont été ouvertes. Parce que investir, ce n'est pas... nous ne parlons pas des investissements ou bien sinon des activités du genre un jeune ou une maman qui se réveille le matin, il se rend à Gambela ou à Zando devant ses étalages, mais nous parlons des capitaux qui font tourner l'économie congolaise et dans les différents secteurs, s'il faut les citer, les secteurs principaux comme les mines, le bois, vous avez le secteur pétrolier, beaucoup d'autres. Et vous savez ce qui est encore un peu plus inquiétant dans tous ces secteurs-là, vous trouverez, si pas un expatrié qui tient seul toute une filière, mais sinon, il est en économie mixte avec l'État congolais. Et si vous évaluez ce que l'État a comme part dans de tels capitaux, c'est peut-être en deçà de 50%. Donc déjà, nous comprenons que notre économie est tenue par des capitaux étrangers, si je peux le dire ainsi. Donc, vous avez des supermarchés qui pullulent. Donc, disons clairement que notre économie est pour la plupart tenue par des capitaux étrangers. Est-ce qu'ils nous inquiètent? Non, mais c'est un bon signe d'hospitalité légendaire? Non, dans les affaires, il n'y a pas question d'hospitalité.
légendaire ou quoi que ce soit. C'est question de profit, d'opportunité, de débouchés. Si les autres ont trouvé l'opportunité d'investir dans le secteur économique chez nous, c'est justement parce qu'il y a des débouchés, il y a un marché vacant, il y a des opportunités et ils en profitent. Et ils ne viennent pas en conquérant, mais c'est justement parce qu'il y a une administration qui facilite en termes de paperasse et voilà, ils sont là installés. Pas facile, hein. Parce que s'il faut s'il faut zoomer, j'ai envie de dire, des banques, on va dans les secteurs de banque, en passant par les hydrocarbures, l'habillement, même l'import-export. Oui, tout ça. parlons même des banques. Quand vous prenez les banques les plus importantes chez nous, sont tenues par des expatriés. Même l'agroalimentaire dans tous les sens. L'agroalimentaire, Apparemment, toutes tout les importations, parce que déjà notre économie est extravertie, c'est-à-dire nous importons plus que nous produisons. Or, C'est-à-dire j'aurais ceux appris qui, que lorsque ceux qui vous envoient, importez, vous cassez ce qu'il y a chez vous. ceux qui envoient des produits chez nous, mais ils suivent pour récupérer non seulement les bénéfices, mais aussi gagner même notre confiance tacitement. Monsieur Didon. Bon, moi, j'ai un avis contraire. C'est un débat, hein. Si nous sommes arrivés aujourd'hui à cette situation, c'est-à-dire l'économie congolaise est entre les mains des expatriés, c'est à cause de deux choses. La première, c'est la politique gouvernementale. Vous êtes sans ignorer que nous sommes un pays post-conflit. Nous avons connu des pillages, des tristes mémoires des années 90. Oui. Ajouté à cela, nous avons connu aussi la zaïrianisation. Mobutu avait chassé certains patrons d'entreprises belges et puis on a nationalisé toutes ces entreprises. Et par la suite, il y a eu les pillages. Et la guerre est venue encore détruire les peu du tissu économique qu'on avait dans ces pays. Maintenant, les autorités gouvernementales ont pris à bras le corps ces problèmes. L'économie de notre pays est exsangue, tournée vers l'extérieur. Il n'y avait plus de tissus industriels, pas presque d'activités économiques. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons des activités informelles. Notre économie est en grande partie une économie informelle. Maintenant, il fallait faire appel aux étrangers, aux investissements directs et étrangers, pour qu'ils puissent contribuer au développement du pays en investissant dans tous les secteurs. En ouvrant maintenant grandement les portes de la République, nous avons en fait invité tous ces étrangers qui avaient des moyens à venir chez nous. Nous avons même pris certaines mesures légales, par exemple la loi sur l'exercice du petit commerce. Ah oui, c'est ma question. On a même mis en place des mesures conservatoires. Puisque tout a été pris dans ce sens, quid de la loi sur le petit commerce? Pour permettre à ces expatriés d'exercer leurs activités économiques en République démocratique du Congo. Vous avez aussi une deuxième chose, la politique comme l'économie à horaire du vide. Ces expatriés-là, en venant au Congo, ils sont allés même exercer leurs activités là où les Congolais étaient absents. Je vous donne l'exemple des grandes surfaces. Aujourd'hui, nous les appelons communément les supermarchés. Il n'y avait qu'un seul Congolais qui avait essayé dans ce secteur. Bon, je peux citer son nom avec votre autorisation. Il y avait Pelustor, malheureusement qui est tombé en faillite. Il y a eu d'autres supermarchés maintenant qui se sont développés, qui nous suivent même dans nos quartiers, dans nos communes aujourd'hui. Mais ce travail, les Congolais peuvent le faire, mais ils n'ont pas de moyens. Dans notre pays, on ne donne pas de crédits facilement aux nationaux. La plupart des banques sont détenues par des étrangers. Et ajouté à ces problèmes de crédit, il n'y a pas le goût, le déculture d'entrepreneuriat dans les chefs des Congolais. Les Congolais ne veulent pas risquer. C'est dit, si j'investis dans ce secteur, on va récupérer en haute. Il y a ce problème-là. Il y a aussi des lois qui ne permettent pas de faire la promotion de l'entrepreneuriat congolais. Voilà pourquoi nous sommes arrivés à cette situation. Mais il y a des mesures qui sont en train d'être prises par les gouvernements. Il y a par exemple, il y a eu dernièrement un atelier, c'est l'année passée,
pour qu'on arrive à la révision de la loi sur les petits commerces. Il y a eu aussi la mise en place depuis 2017 de la loi portant sous-traitance dans le secteur privé. Cette loi-là vise à créer une classe moyenne congolaise et au finish créer des millionnaires. C'est une ligne de promesses de campagne de l'actuel président Félix Tshisekedi. Dans cette loi-là, qui dit cette loi-là sur la sous-traitance, voulais-je dire, en fait, on réserve les activités connexes et annexes aux seules entreprises créées par des Congolais, soit à capitaux congolais. Donc, si vous n'êtes pas... Comment le savoir, M. Dido? Mais il y a Comment le savoir? Nous avons assisté ici dans ces pays où il y avait un Chinois. C'était même pas un Chinois, en fait. Il y a une administration. Vous connaissez l'histoire. Il y a une administration qui fonctionne. Il y a la banque centrale, il y a des banques commerciales. Nous avons les CNRF, les services nationaux de renseignement financier. Voulais-je dire, il y a une administration qui fonctionne, on peut contrôler parce que on se souviendra toujours de ces magasins dont tout le monde connaît, qui portent le nom d'une Congolaise, mais en réalité qui n'appartient pas à une Congolaise. Mais il y en a beaucoup ici sur Kinshasa et même dans des provinces. Et lorsque vous parlez des capitaux congolais, des entreprises qui appartiennent aux Congolais, comme quoi c'est un circuit verrouillé qu'aux Congolais, comment être sûr que c'est un Congolais ou que ce n'est pas un Congolais? Merci pour la question, mais je préfère parler en termes de chiffres pour une bonne compréhension. Lors du dernier forum Makutano, tenu l'année passée, le président de la République, lors de sa prise de parole, il avait annoncé des chiffres. Nous avons aujourd'hui en République démocratique du Congo 26 000 expatriés qui exercent des activités commerciales dans les secteurs divers. Ces 26 000 expatriés contrôlent en fait 80% de l'économie congolaise. Les 20%, ce sont des nationaux. Et dans les 20% des nationaux, vous allez trouver, il y a 72% qui sont dans les secteurs informels. Les Congolais, ils sont là, ils contrôlent l'économie, mais ils sont plus dans l'économie informelle, qui n'est pas dans les circuits officiels. Mais la vraie économie, l'économie publique, je vais parler comme les économistes, l'économie officielle, qui est intégrée dans les circuits bancaires, dans les systèmes économiques nationaux. Cette économie-là est contrôlée par les expatriés. Dans les grands groupes, vous avez les Libanais, vous avez les Pakistanais, vous avez des Indiens. C'est pour ça que vous avez des grands groupes financiers dans les pays comme la famille Raouji, avec la Rao Bank, vous avez la Rao Sir, et puis ils sont encore actionnaires dans Simco et j'en passe. Vous avez Beltesco, avec toutes les entreprises satellites, c'est toujours des étrangers. Vous avez les grandes surfaces, c'est toujours des étrangers. Aujourd'hui, vous n'avez aucun supermarché digne de ces noms qui peut concurrencer avec les grandes surfaces que nous avons actuellement au pays. C'est pour vous dire que les problèmes sont immenses et ça nécessite un diagnostic et puis des remèdes pour qu'on puisse renverser la tendance, renverser les paradigmes pour réintégrer les Congolais dans les circuits formels de l'économie afin qu'ils puissent reprendre la même mise de leur propre économie. Parce que dans cet enjeu-là, dans cette question, il y a les problèmes de notre indépendance économique qui est en jeu. Ça fait 62 ans que nous sommes indépendants, mais politiquement, mais nous courons toujours à la recherche de notre indépendance économique. Et pour que nous puissions arriver économiquement indépendants, nous devons contrôler notre économie. On ne peut pas laisser même les secteurs, par exemple, de la restauration aux étrangers. Il y a des Congolais qui sont capables, qui ont fait ces études-là. Ils peuvent investir dans la restauration. Ils peuvent investir dans l'hôtellerie. Ils peuvent investir dans la fourniture de services. Nous sommes capables. Nous avons reçu des formations dans divers domaines, mais il nous manque seulement des crédits, des lois qui vont nous permettre de faire la promotion de l'entrepreneuriat. Voilà quelque chose que j'avais à dire sur cette question. Merci beaucoup, Monsieur Dido, Dieudonné Bouanali. En vous suivant minutieusement,
je me suis retrouvée beaucoup plus sur la question sur la loi sur le petit commerce. La loi sur le petit commerce. Il paraît qu'après le déluge, c'est-à-dire après la guerre, pillage et tout ça là, il a été question de faire appel aux étrangers, aux expatriés pour venir renforcer l'économie nationale. Mais revenons à la loi sur le petit commerce. C'est bien de faire appel aux expats, de venir travailler ici, question d'augmenter ou de faire monter l'économie nationale. Mais pourquoi on ne tient pas trop compte de cette loi finalement? Pourquoi n'avons-nous pas remarqué depuis tout ce temps que c'est lui qui était censé être le grossiste devenu le détaillant? Et quid de la difficulté de l'entrepreneur congolais? Parce que vous dites qu'on n'a pas trop cet esprit en fait. Mais pourtant, depuis un moment, nous voyons l'esprit de l'entrepreneuriat mais vraiment monter dans le chef de Congolais depuis un moment. Oui, madame. Joël Vellou, vous voulez réagir rapidement? Oui. Je salue les interventions. C'est très pertinent. Mais madame, une petite parenthèse. Il y a un ancien directeur de SONAS qui m'avait dit un jour, lors d'une conférence, après la conférence, on discutait, il m'a dit, jeune homme, il faut faire très attention. Vous êtes l'élite, vous allez diriger demain. Mais de plus en plus, votre pays ne vous appartient pas. De plus en plus, on est étranger chez nous. Mais je lui ai posé la question, mais comment, directeur? Mais il n'y a rien qui vous appartient. On vous nourrit, à manger, on vous donne tout. Donc, il n'y a rien. Et par rapport à la thématique aujourd'hui, moi, j'ai aimé les sujets donc, entre les expatriés et les Congolais qui détiennent les marchés, qui détiennent l'économie. Madame, je vais baser et puis revenir sur votre question rapidement. Baser mon intervention sur deux points. D'abord, il y a les points, l'aperçu historique. On vient d'où, pourquoi on est arrivé jusqu'à ces points. Et puis, quand je vais encore intervenir, je vais donner des pistes et des solutions. L'aperçu historique, c'est quoi? On a eu l'indépendance en 1960. Quand on a eu cette indépendance, on nous a donné l'indépendance politique. Il n'y avait pas l'indépendance économique. Et les dirigeants de l'époque se sont rendus compte qu'ils avaient le pouvoir de prendre des décisions, ils n'avaient pas le pouvoir de réaliser ces décisions, matérialiser ces décisions. Donc il y avait déjà un problème, il y avait déjà un écart entre celui qui doit prendre la décision et les moyens pour matérialiser ces décisions. Et de ces faits, vous avez, dans l'histoire, vous allez apprendre qu'il y a un moment, on a demandé l'indépendance économique. Quand bien même on avait déjà l'indépendance politique, mais on a demandé l'indépendance économique. Pourquoi? Parce que c'était anormal, les entreprises congolaises installées ici, entre guillemets, les entreprises belges installées ici, produisaient ici, mais la richesse était transportée en Belgique. On a dit non, trop c'est trop, on doit demander. C'est à ce moment-là que l'ami de Mobutu qui s'appelle Bakashika et qui a parlé avec Mobutu, ils ont eu leur collège pour dire qu'on doit trouver un moyen pour récupérer. Et il y a eu la loi Bakashika, qu'on connaît tous, la loi Bakashika. Et dans cette loi, on va dire clairement que tout ce qui est sur le sol congolais revient à l'État congolais. Parce qu'il fallait doter de l'État des moyens, parce qu'il doit prendre des décisions, il fallait doter à cet État des moyens pour concrétiser. Mais comme Mobutu a nationalisé, bien zérianisé, il y a eu des problèmes. Les organisations internationales ont commencé par créer des problèmes. Et non, ce sont des entreprises étrangères, vous avez mal fait, la procédure n'était pas respectée. Mais ils ont oublié que ce sont des entreprises qui ont utilisé les capitaux congolais. Et fin de compte, on serait un pays plus endetté. Endetté par rapport aux richesses congolaises que les étrangers utilisaient. Et Laurent Désiré Kabila va venir, il va tabler sur la table pour dire qu'écoutez, moi, tout ça, je ne vais pas payer, tout ça, ça ne me concerne pas. Et Joseph Kabila va remédier pour dire on doit trouver. Et il a payé. Mais qu'est-ce qu'on devait faire? Parce qu'un État comme le Congo, libre et indépendant, du point de vue politique et économique, c'est un danger pour de grandes puissances. D'où on devait maintenant commencer par intérioriser des concepts comme si que l'État ne peut pas gérer, l'État doit être puissance publique, non pas l'État interventionniste. L'État doit rester seulement dans la puissance publique, l'État doit seulement réguler et il doit se contenter tout simplement de moyens fiscaux. Donc l'État est là pour récolter des taxes et des droits, non pas pour faire le commerce. Et on a crié pour dire les entreprises de l'État sont des canards boiteuses, patati patata. Et c'était quoi le processus en 2018? On devait faire quoi? Transformer. Donc, parce que ces entreprises ne fonctionnaient pas bien, on a accusé la famille du président Mobutu, ils ont pris des richesses, on a accusé, ils ont tout dit. Et quand en 2018, il y a eu le processus de transformation, donc on prend
Même avant 2018, il y avait déjà des processus de transformation qu'on avait entamés parce qu'on devait libérer le secteur bancaire. Comment? Parce qu'on s'est dit, non, les deux colons n'ont pas pu réussir. Nous, on doit laisser ce secteur dans le privé, les privés qui doivent investir dans les secteurs bancaires, investir les capitaux congolais. On a libéralisé, jusqu'à aujourd'hui, on est en train de libéraliser. Madame, c'est un danger. Je réponds à la question que vous avez posée à M. Constantin. Aujourd'hui, la présence des étrangers sur notre sol, c'est un danger. Et le danger est consommé et on doit être prudent. Là, l'aperçu historique. Aujourd'hui, on se rend compte que par rapport à nos textes, je vais répondre, monsieur, on a des bons textes. S'il y a un pays qui a des bons textes comme le Congo, je ne pense pas. On a des bons textes et le Congo, nos textes sont vraiment adaptés. La préoccupation est la suivante dans le secteur économique. L'État doit admettre qu'il ne peut pas toujours rester un État puissance publique, c'est-à-dire l'État qui vit de la fiscalité et des impôts. Et l'État qui vit de la fiscalité et des impôts, c'est un État pauvre. Et l'État ne peut jamais se développer par les moyens de la fiscalité. Pour de simples raisons. La fiscalité dépend des raisons comptables. Les raisons comptables dépendent de l'activité économique. Si une entreprise vous dit qu'il n'a pas réalisé de bénéfices, donc il ne va pas payer l'impôt. C'est qui est clair, c'est qui est établi. Et s'il ne paye pas l'impôt, l'entreprise fragilise l'État. Or, l'État a la police, l'État a l'administration qui doit fonctionner. Comment on doit payer? Mais ils ont su détourner cela. Comment? Comme l'État est resté puissance publique, l'État n'a pas de moyens. On a pris des moyens de l'État et l'administration de l'État qui doit prendre des décisions, il n'a pas de moyens de concrétiser. Ce qu'on fait, c'est quoi? Comme on sait très bien que l'administration est faible, on utilise les agents de l'administration. Ce qui fait que l'entreprise va déclarer néant. Il sait très bien que l'État n'a pas de moyens. Et c'est lui qui travaille pour l'État qui est sous-impayé pendant 18 mois, pendant 100 mois. Au Congo, c'est un pays de spectacle, des 50 mois impayés. Donc quelqu'un qui part toujours au travail. Pendant 50 mois, il sera sur le terrain face à une entreprise qui avait réalisé des bénéfices, mais qui avait une double comptabilité, qui a refusé de payer, qui va donner les 100% qu'il voulait donner à l'État. Il remet 10% à l'agent de l'administration et cet agent de l'administration confirme la déclaration parce que nous sommes dans un système déclaratif. On déclare nos richesses et puis il y aura contrôle. Et ces agents-là confirment la déclaration et l'État manque les 90% et l'agent de l'État prend les 10%. Vous voyez, raison pour laquelle les agents de l'administration sont plus riches que l'administration. C'est en fait ça. Et on doit maintenant comprendre que l'État doit maintenant faire les affaires. Il y a des secteurs où l'État ne peut pas libéraliser. Il y a des secteurs de monopole, les secteurs comme les banques. C'est l'argent gratuit. Pourquoi laisser l'appel public chez les capitaux étrangers? Ça ne se fait pas. Si vous allez chez eux, même Madame Bénédicte, vous avez 1 milliard, vous allez en France pour créer une banque, on va refuser. Vous allez aux États-Unis, ils vont refuser. Ils vont vous dire que ce sont des secteurs réservés. Réservés à qui? Par rapport à eux. Mais nous, on prend ces secteurs clés. Les secteurs qui donnent des moyens, outre que la fiscalité à l'État, pour répondre aux préoccupations. On les donne aux étrangers. On laisse avec l'État des moyens qui dépendent des résultats comptables. Et cet État est aujourd'hui faible. C'est la raison d'être. Si on veut changer, on doit non seulement déstabiliser leur système-là, qu'on nous a appris que l'État ne peut pas faire. L'État doit faire. Il y a des secteurs de monopole que l'État doit détenir. Mais comment expliquer aujourd'hui même le courant? Demain, ce sont des étrangers qui vont vendre du courant. À manger, ce sont des étrangers. Et nous-mêmes, le Congolais, on s'étape de pratique. Quand tu achètes un sujet qui vient de Dubaï, ça vient de Dubaï, tout ça. Donc, tout ce qu'un Congolais consomme, 90%, ça vient de l'étranger. Ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Vous parlez du verrouillage, vous parlez qu'il faut sécuriser ces secteurs, qu'il faut verrouiller et laisser ça qu'aux Congolais. Moi, j'ai envie de dire que c'est un combat pas si facile, un combat difficile. N'est-ce pas, Dolph Ndaye? Bienvenue. Merci, Madame Bénédicte. Je commence d'abord par dire merci à ceux qui partagent les plateaux avec moi. Vous savez, quand il parlait, je ne faisais que noter. Parce que quand je viens participer à l'émission, c'est aussi pour apprendre auprès de ceux qui partagent avec moi les plateaux. Et j'avoue que ce qui s'est dit ici était très pertinent. Je ne faisais que noter. J'espère aussi que ceux qui nous suivent à la maison ont beaucoup appris par rapport à ce qui s'est dit ici. Merci, je suis là. Je suis là pour partager les plateaux avec nos co-débatteurs. Mais vous permettez d'abord que je dise juste quelque chose par rapport au sujet du jour. Vous savez, aujourd'hui, on parle de la guerre à l'est du pays. Aujourd'hui, on parle de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. On parle de toutes ces guerres-là. Mais les gens oublient que la guerre actuellement n'est pas que politique. Elle est plus économique. Et les nations qui gagnent la guerre, toutes les guerres qui s'organisent, ce sont les nations qui sont très organisées sur les plans économiques. Et un pays qui accepte de céder la grande partie, je pourrais dire même la totalité de sa gestion économique entre le même expatrié, c'est un pays qui s'avoue faible, impuissant et même
un pays en déclin. Parce que vous savez aujourd'hui, les petits pays ici, vous permettez les termes, qui même sur le plan économique a même avancé par rapport à nous, s'ils vraiment s'est décidé de nous détruire, nous Congo, je crois que ça sera très rapide. On a pris les risques il y a quelques mois ici de laisser même une compagnie aérienne rwandaise opérer en RDC sans se poser des questions, quelles seront les conséquences. Parce que vous savez, notre État, quand on vient lui proposer de marcher, quand ils savent qu'ils s'y retrouvent facilement, ils disent oui. Mais ils ne savent pas qu'aujourd'hui, si les pays qui nous ont toujours menacés, qui nous menacent il y a déjà plusieurs années, commencent déjà à opérer sur le plan aérien avec sa compagnie aérienne, c'était déjà un grand danger sur le plan économique pour nous, mais aussi sur le plan sécuritaire. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, si les Congos vont aussi se positionner en tant qu'un État fort, qui ne se laissera pas abattre lors des... Parce que moi, j'aimerais bien le dire, les pays aujourd'hui, tous les grands pays, ils ne sont pas là pour promouvoir la paix, en fait. Ils sont là pour la guerre. Et quand moi je parle de la guerre, ce ne sont pas les armes, c'est aussi la guerre économique. Et c'est là qu'on voit qui est grand, qui est petit, qui est faible, qui est moyen. Aujourd'hui, la RDC... ça avec la guerre en Russie, le conflit russo-ukrainien. Justement, vous voyez comment aujourd'hui l'Europe... Tout est verrouillé. Et aujourd'hui, Poutine est devenu le grand puissant de l'Europe. Pourquoi? C'est pas parce qu'il n'a que les armes. On sait que sur les plans de l'armée, par rapport aux armes, les grandes armes que nous connaissons, de grandes puissances, la Russie a des grandes armes. Mais pourquoi il parvient jusqu'aujourd'hui à se positionner et ne pas être faible face à toutes les coopérations qui viennent? C'est parce que sur les plans économiques, il est aussi là. Il s'impose. Imaginez que toute l'économie russe était aujourd'hui entre les mains des Français, des Ukrainiens, des Américains. Pensez-vous qu'aujourd'hui, Poutine arrive à les langages qu'il a aujourd'hui? Non, parce qu'il sait que tout est entre leurs mains. Tout est entre les mains de la Russie. Ils peuvent tout gérer. Donc les Congos doivent aussi comprendre que ce n'est pas que sur les plans, ce que je comprends bien, et j'ai beaucoup apprécié les propos de Maître Joël. C'est vrai, il est impérieux aujourd'hui que... les grands commerces qui viennent aussi aux Congolais. Mais pas que pour la question de renforcer l'État avec des moyens, non. Sur le plan économique, c'est bon. Sur le plan des moyens financiers, on accepte, l'État aura des moyens. L'économie congolaise marchera. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a un grand enjeu. L'enjeu, c'est aussi l'enjeu de la guerre. Parce que moi, je continue à le dire, les grands pays aujourd'hui travaillent plus sur la guerre que sur la paix. Alors, par rapport au sujet du jour, je vais revenir sur un propos d'un des collaborateurs sur le plateau qui a dit qu'il n'y a pas de grands supermarchés aujourd'hui qui sont gérés par les Congolais. Il y a quelques années, je pourrais dire quelques mois, j'ai apprécié une grande initiative des Congolais qui se sont mis ensemble pour créer un supermarché 100% congolais. Je crois que le supermarché, c'est ma belle. Je ne suis pas là pour faire la publicité, mais quand c'est pour les Congolais, il faut quand même aussi les dire. C'est une façon de les encourager. Le supermarché, c'est ma belle. Les produits qui sont dans le supermarché sont 100% congolais. Et les actionnaires, la totalité, ce sont des Congolais. Ou même la majorité des actionnaires sont Congolais. Donc là, il s'est présenté une difficulté dans l'arène congolaise. C'était quoi la difficulté? La difficulté, c'est que vous voyez qu'un Congolais, comme nous, prend l'initiative de mettre en place un supermarché avec des produits que nous, Congolais, connaissons, avec des produits que nous, Congolais, consommons. À notre grande surprise, la majorité des Congolais préfèrent aller dans le supermarché géré par des expatriés que les supermarchés des Congolais. Et c'est l'éducation qu'on propage. Et ce qui est bien, c'est pour les expatriés. Mais apparemment, ça date de l'éducation même du Congolais. Vous avez été préparé pour dépendre. Il y avait même une préoccupation. Donc même lorsqu'on vous emmène, quand on parlait même de banque, vous voulez que ces Pakistanais, Libanais, tant d'autres, qui ont investi leurs capitaux, parce que les banques, c'est de l'argent gratuit, hein. On doit se le dire. C'est-à-dire, moi, j'ai créé une banque, j'ai donné une réserve de 80 millions à l'autorité de régulation, à la Banque centrale, et puis moi, on va me donner l'autorisation de faire ce qu'on appelle l'appel public à l'épargne. Et l'appel public à l'épargne que je peux faire, ça peut multiplier, ça peut être fois 5, fois 6, ce dont moi j'ai donné comme réserve. Et c'est à moi maintenant de définir la politique, comment je vais utiliser cet argent. Soit parce que les banques ont cette obligation sociale de financer des projets pour promouvoir. Et penseriez-vous vraiment ces étrangers, ils sont prêts à définir une économie, bien à définir un financement pour promouvoir des Congolais chez nous? Parce qu'ils ne vont pas le faire. Non, mais nous savons, vous savez... Quand un étranger veut solliciter un crédit, hein, il faut je sais que les banques mais il y a des preuves. Quand un étranger veut solliciter un crédit, on se dit toujours... Si ils vont chercher leur banque, il y aura la facilité. Mais quand c'est un Congolais, il faut multiplier des conditions. La majorité des Congolais aujourd'hui, ils ont perdu leur parcelle. Monsieur Joël, ils ont perdu leur parcelle. On doit accepter aujourd'hui de monopoliser d'autres secteurs. Ça fait mal, mais c'est une vérité. Et de désinstaller parfois des systèmes. Je crois, c'est une possibilité, c'est une solution. Je vais citer par une petite. Vous connaissez l'OADA?
Hein? Oui. L'OHADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires. L'OHADA, c'est un système juridique français, mis en place par les Français pour superviser les entreprises françaises installées ici en Afrique. Mais nous, on ne comprend rien. Nous, on s'est dit, écoutez, l'OHADA vient apporter l'innovation. Non, vous n'avez pas tort. On plaire qu'il y a la majorité, tout le monde peut créer une entreprise comme il veut. On peut même faire des blanchiments des capitaux comme on veut. On n'a pas imaginé que ces systèmes n'étaient pas réfléchis par rapport à notre préoccupation. À l'époque, on avait un système pour créer une entreprise. C'était toute une procédure. On devait vérifier. Mais aujourd'hui, tu sors, tu réveilles, tu crées une entreprise. Au guichet unique création d'entreprise, il y a au moins plus de 1 million d'entreprises créées. C'est ça qu'on nous a dit, lourdeur par rapport à quoi. Si on doit vérifier. Bon, Monsieur Joël, je crois que Est-ce que M. Dido peut prendre la parole? J'ai compris que Maître Joël est pour la lourdeur administrative dans la création des entreprises. C'est pour cela que dans les pays, nous avons beaucoup de chômeurs. Aujourd'hui, dans le monde, pour ne pas dire sous d'autres cieux, on crée une entreprise en moins de 5 minutes. Justement. Il ne faut pas faire l'éloge de la vieille administration budgétivore et lourde qui nous demandait des années pour avoir des papiers pour créer une entreprise. L'économie, c'est aussi la compétition, c'est la rapidité. Quand il y a les investisseurs qui se bousculent au portillon, qui viennent au pays pour investir, ils savent que dans nos pays d'origine, nous faisons moins d'une semaine ou bien moins de 24 heures pour avoir des papiers pour créer une entreprise. Mais je viens au Congo, on me fait traîner avec des commissions. Il faut faire 6 mois, une année pour avoir ne fût-ce que 3 papiers. Mais il va aller même dans les pays voisins. Si ici, il apprend que là-bas, on obtient des papiers dans 48 Bon, en fait, ce que j'aimerais dire... Les problèmes se situent au niveau de l'informatisation de l'administration. Les problèmes sont au niveau du contrôle. On peut remettre des papiers aux investisseurs comme des petits pains. Ça ne pose pas de problème. Les problèmes, c'est au niveau de l'authentification des documents. Les problèmes, c'est est-ce que ce ne sont pas des spéculateurs? Est-ce que ce sont des vrais investisseurs? C'est à ce niveau-là qu'il faut aller avec les débats. Calmez-vous, s'il vous plaît. Excusez-moi, je voudrais intervenir un peu. Allez-y. Vous savez, nous parlons de l'économie et l'économie, c'est l'argent. L'argent n'aime pas de bruit. Donc, soyons quand même un peu plus réservés parce que c'est une matière très sensible. Et je vous dis, ça peut nous aider à bien réfléchir et donner des idées à nos compatriotes. Vous savez, la première des choses que l'État devrait faire dans cette histoire, parce que c'est vrai, les responsabilités sont partagées. Déjà, Dieudonné a dit, nous, Congolais, nous n'avons pas la culture des affaires. Nous n'en avons pas. Ça, il faut être sérieux. Un Congolais, quand il a l'argent, la première des choses, c'est s'acheter une grosse voiture, construire une belle maison. Or, si vous allez chez les Chinois, chez les Orientaux, quand il a l'argent, il commence d'abord par investir. C'est avec les bénéfices qu'il s'offre une vie adaptée à son niveau aussi. Nous, on souffre tellement pour avoir cet argent et dès qu'on a cet argent, c'est directement investi dans de perdre ça en fait. Dans le plaisir. Vraiment, mais dans tous les sens. Vous voyez ça? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je voudrais terminer mon idée. Mais la responsabilité de l'État ici, l'État devait nous aider à créer une vraie banque d'investissement 100% publique. Vous savez pourquoi? Pourquoi? J'ai entendu, par exemple, le président de la République dire que non, nous allons financer les projets des jeunes, nous allons créer des millionnaires, tout ça, mais avec quel argent? C'est de l'argent que nous allons directement puiser dans la caisse de l'État? Non. Mais il faut des structures formelles, comme une banque d'investissement. Nous n'en avons pas. Est-ce que vous avez une banque ici aujourd'hui, vous allez vous dire, non, écoutez, j'ai un salaire de $200 et que j'aimerais emprunter $20 000 et investir dans un projet agricole et je vais payer cet argent dans 20 ans, petit à petit. Est-ce que nous avons cette possibilité-là? Et pourtant, ailleurs, déjà, les États, les gouvernements ont facilité. S'il vous plaît. C'est une loi, ça reste une loi. Non, pour vous dire qu'il y a des possibilités. Oui, c'est une possibilité, mais qui ne peut pas être concrétisée. Pourquoi ça ne peut pas être? Calmez-vous, s'il vous plaît. On va arriver aux pistes de solutions. Donc, nous avons des terres, mais nous souffrons aujourd'hui parce qu'il y a la crise au niveau de l'Europe. Nous ne pouvons pas nous approvisionner en blé. Le maïs, ça vient de là. Or, nous avons plus de 80 millions de terres arables que nous pouvons mettre en valeur. Chez nous, nous pouvons jeter, nous avons même des vallées
plus fertile au Congo, mais que nous ne savons pas exploiter. Nous pouvons tout faire au Congo, mais avec un peu de volonté. D'abord, commencer par inculquer cette culture entrepreneuriale, et puis de deux, faciliter avec des outils, notamment les banques. Parce que nous ne pouvons pas créer des richesses 100% congolaises sans pour autant avoir des facilités qui viendraient aussi à travers une politique économique efficace et aussi qui facilite les solutions aux Congolais eux-mêmes. Très bien, merci Constantin Tamboué. Jusqu'ici, c'était la ronde, mais vraiment pour essayer de connaître la racine du problème, le nœud même du problème. On a compris que le mal est profond, qu'il faut trouver des solutions maintenant. Voilà pourquoi on va parler piste de solutions, parce que ça ne sert à rien de critiquer. C'est bien de critiquer par moment, mais quand c'est des critiques constructives, ok. Mais quand c'est des critiques sans apport, là, ça sert franchement à rien du tout. Et donc, les buts aussi d'en est ensemble, ici, c'est non seulement de critiquer, mais aussi de proposer des pistes de solutions. On a consacré 42 minutes à parler de tout ça. Je sais qu'il nous reste à peine 27 minutes, mais dans 27 minutes, on va réussir à proposer des pistes de solutions. Quelqu'un sur ce plateau disait tout à l'heure que l'homme congolais n'a pas la culture entrepreneuriale. Je suis désolée, mais nous vivons le pays où a vécu M. Dokolo, je veux parler de Lusakivana, je veux parler de Tatou Kassebou, je veux parler de Bemba Saolono, mais c'était des entrepreneurs farouches, on va dire. C'était des hommes de commerce qui savaient maîtriser les secteurs et qui ont réussi à impacter une génération. Dommage que nous vivons la réalité que nous avons aujourd'hui. Et face à tout cela, quelle politique l'État devrait employer pour permettre que le marché économique congolais soit en grande partie manœuvré par les Congolais? Ma question, qui va en même temps vous permettre de... Moi, je peux commencer. Pourquoi vous devez commencer? Moi, je commence. Allez-y. Pourquoi vous devez commencer? Il peut se répondre. Quelle politique l'État devrait employer pour permettre que les marchés économiques congolais soient en grande partie manœuvrés rien que par des Congolais? Parce que vous n'avez pas cessé ici de parler du verrouillage du système économique. Mais on parle de quelle politique? C'est quelle politique que l'État congolais devrait employer? Moi, je ne pense pas que l'État doit verrouiller l'économie de la RDC. Vous savez, en République démocratique du Congo, selon les statistiques, les prévisions, nous sommes à plus ou moins 100 millions d'habitants. Dans cette démographie, vous avez au moins 10% des expatriés. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons, selon la révélation faite par les chefs de l'État, nous avons plus ou moins 26 000 expatriés qui sont dans les secteurs économiques de la RDC. Moi, je pense que ces expatriés, ils ne sont pas venus ici pour faire le tourisme et rentrer dans leur pays d'origine. Ils ont choisi la République démocratique du Congo comme leur seconde patrie. Parmi eux, il y a ceux qui sont venus avec femmes et enfants et se sont établis ici pendant beaucoup d'années. Ils sont devenus comme des Congolais, entre guillemets. Parmi nous. J'ai dit entre guillemets. Voilà. Voilà, ils ont des papiers, ils exercent leurs activités en bonne et due forme, légalement. Il y a des solutions qui se présentent sur la table du gouvernement. Il y a certaines qui sont déjà en application. Et ça, je rappelle. J'espère que mes co-débatteurs sont au courant. Il y a la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 sur la sous-traitance dans les secteurs privés. Cette loi-là dit ceci. Toutes les activités annexes et connexes à l'activité principale sont réservées aux entreprises à capitaux congolais ou créées par des Congolais. C'est déjà un pas vers la bonne direction pour que les Congolais puissent reprendre le contrôle de leur économie. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, vous avez la loi sur les petits commerces qui a été plusieurs fois révisée avec toutes les mesures conservatoires qui a donné là-bas une passe en or aux expatriés pour exercer le commerce en détail que nous décrions ici. Moi, je pense qu'on doit réviser cette loi-là. Le gouvernement peut s'appuyer sur ces deux piliers. Vous avez la loi sur la sous-traitance et la loi sur l'exercice du petit commerce et le commerce en détail.
il faut aussi améliorer le climat des affaires et des investissements. Quand nous nous promenons en tant que médias, en tant que presse, pour demander, comme les investisseurs, comme les opérateurs économiques membres de la FEC, qu'on puisse améliorer le climat des affaires et des investissements, ce n'est pas seulement pour les expatriés, c'est pour nous aussi les nationaux. N'avez-vous jamais entendu des Congolais qui disent que non, tracasserie les qui, on a payé les tickets le matin, mais on ne parvient pas à débarrasser ces immondices. Nous payons plusieurs taxes. Cet argent n'arrive même pas dans les caisses de l'État, dans les trésors publics. C'est pour vous dire que même les Congolais qui exercent les activités commerciales ou économiques, ils ont aussi des problèmes avec le climat des affaires et des investissements. Il faut qu'on améliore le climat des affaires et des investissements pour tout le monde, que ce soit pour les nationaux et pour les étrangers. Trouver aussi des passerelles pour permettre à ces expatriés qui ont choisi notre pays comme leur seconde patrie d'exercer ces activités. Je ne sais pas si vous allez être en désaccord avec moi. Je vous dis, il y a des secteurs laissés totalement à l'abandon, où vous ne trouverez pas des Congolais. Il y a des secteurs où vous n'allez pas trouver des compétences congolaises. Il y en a. Non, il y a raison de dire ça. Allez-y. Nous sommes en train de chuter. Nous allons créer notre sujet, notre débat. Nous aurons d'autres occasions pour en débattre. Il faut trouver des passerelles pour permettre à ces étrangers-là d'exercer les petits commerces et citer certaines activités commerciales qui sont dans les petits commerces, dans les commerces de détail. L'État peut dire non, ça on réserve ça aux nationaux parce que les étrangers ne peuvent pas vendre tout en détail. Nous sommes dans une économie libérale. Notre pays a opté pour une économie libérale. On ne peut pas revenir en arrière. Vous préconisez qu'on puisse vivre en autarcie, qu'on soit fermé. Comment on va se développer? Aujourd'hui, aucun pays ne peut se développer en vase clos. Nous devons être un pays ouvert, même ceux qui ont fait que nous soyons un État aujourd'hui, les pères fondateurs les RDC, à l'époque État indépendant du Congo, ils ont voulu que ce pays soit un marché ouvert à tout le monde, à toutes les activités, que vous soyez nationaux ou étrangers. Je salue l'intervention de mon co-débatteur qui est en face de moi, quand il a dit que la vraie indépendance, c'est l'indépendance économique. Aujourd'hui, si la Russie n'était pas fort économiquement, les pays de Vladimir Poutine n'allaient pas faire face à toutes les sanctions venues de tous les quatre coins du monde, en l'occurrence les sanctions de l'Occident. Voilà ce que j'avais à dire comme contribution pour que nous, Congolais, nous puissions reprendre le contrôle de notre économie. Très bien, merci beaucoup. Il en va de notre souveraineté, de notre indépendance économique. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur Dieudonné Bonali. Je rappelle qu'il est journaliste économique au groupe de presse Géopolis Forum. Dolph Ndeye, votre conclusion pour aujourd'hui? Madame, pour ceux qui nous suivent, je crois que pour que les Congolais parviennent à récupérer les contrôles et la gestion de l'économie congolaise, il ne faut pas seulement attendre des millions pour entreprendre. Il ne faut pas seulement attendre des millions pour se lancer dans les commerces. Pourquoi les Congolais, quand ils ont l'argent, que ce soit un petit ou un grand montant, les premiers commerces qu'il y a viennent en tête, c'est les Nganda, terrasses et bars. Moi, ce que je vais demander aux Congolais, c'est que, s'il vous plaît, si vous avez un peu de moyens, ne pensez pas directement qu'il y a un non. Les expatriés que vous voyez avec le supermarché et autres, ce qu'ils ont comme produit, comme article dans le supermarché, ce ne sont pas des grandes choses. C'est vous qui êtes juste complexé. Quand vous entrez, ce sont des petites choses, des bonbons, des biscuits, de pain. Voyez-vous combien des Congolais font la file dans les supermarchés des expatriés pour acheter le pain? Rien que le pain. Ils ne partent pas acheter des smartphones iPhone. Non, des smartphones ou des iPhones. C'est pas cela. Ils partent chercher des choses de première nécessité. Ce que moi je veux demander aux Congolais, c'est que n'attendons pas que l'État vienne nous dire qu'on va mettre à la disposition des jeunes 100 milliards de dollars, etc. Non. Parce que tous ces jours qui passent ici, il y a des jeunes, il y a même des Congolais qui ouvrent des activités dans les quartiers. Mais la première activité qu'il y avait en tête, c'est l'Nganda. Non, moi ce que je vais leur demander, c'est de changer un tout petit peu la façon de réfléchir, la façon de procéder, mais également la façon d'agir. Aujourd'hui, pour que l'économie nous revienne, il ne faudrait pas penser directement au verrouillage. Un pays comme le nôtre ne peut pas penser à ça, parce que nous sommes faibles. Qu'est-ce que vous avez pour vous fermer au monde entier? Qu'est-ce que vous avez? Je sais que vous, s'il vous plaît, je sais que vous nous... Non, s'il vous plaît. Je sais que vous nous direz que vous avez les minéraux, mais ça ne suffit pas. Le monde d'aujourd'hui, surtout pour les Congos, les Congos tels qu'il est aujourd'hui,
il lui est obligé de s'ouvrir au monde, mais seulement d'être prudent et d'être fort stratégiquement. S'il vous plaît, ça demande cela. Les expatriés peuvent venir. On ne peut pas leur viser de venir, parce que combien de Congolais, comme on l'a dit, il y a des compétences aujourd'hui qui souffrent. Ou il y a des zones, excusez-moi, il y a des activités aujourd'hui qui souffrent de la compétence congolaise. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut laisser les expatriés venir, travailler en collaboration avec les Congolais, mais demander aussi à l'État de s'imposer, comme vous l'avez dit, qu'il ne reste pas que sur le plan de la fiscalité, mais que l'État s'impose pour être actionnaire dans ces activités-là. Je crois que si on évolue comme ça, dans 10 ans ou 20 ans, on récupère une grande partie de l'économie congolaise. Merci. Constantin Tombo, vous avez 1 minute pour conclure. Au-delà de la création des banques d'investissement, moi je pense que l'État devait exiger d'entrer dans tous les capitaux d'investissement étrangers. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Même si on vendrait l'ONATRA, mais l'État devait garder des parts dans l'ONATRA. Ce n'est pas vendu, je n'ai pas dit ça, mais au moins c'est ça l'idée. À un certain chiffre d'affaires, à un certain niveau de chiffre d'affaires, l'État devait avoir une part. Je prends par exemple des enseignes des supermarchés qui pullulent à Kinshasa. Si l'État détenait au moins 30% dans ces supermarchés-là, je pense que ça aiderait l'économie congolaise à être non seulement solide, mais aussi à être préservée de certains dangers liés à la volatilité des opérateurs économiques. Et autre chose, c'est encourager les Congolais. Parce que c'est vrai, nous parlons du manque de culture, mais ce n'est pas tous les Congolais. Il y a des Congolais entrepreneurs et des vrais. Oui, je citais et qui travaillent aussi, qui travaillent peut-être... Ce sont des rares. Oui, ce sont des rares. Mais partout, c'est toujours rare. Eux, ils ne travaillent pas dans l'économie de consommation, mais de production. Et comme mon ami Ndaye venait de dire tout à l'heure, quand vous avez un peu d'argent, conseillons à nos compatriotes, si tu as 10 000 $, tu as 5 000 $, si tu veux investir, au lieu d'aller dans l'Nganda, va d'abord t'acheter 2 hectares de terre, même en Banzangungu. Comme ça, tu peux planter même les mangues. Vous voyez? Commence par planter les mangues si tu n'as pas autre chose à faire. Commence par planter les avocatiers ou je ne sais pas quoi encore. Et plus tard, ça pourrait devenir une affaire aussi sérieuse. Mais malheureusement, nous avons encore des Congolais tournés vers le plaisir. C'est pourquoi peut-être, je ne sais pas, qu'on appelle des jouisseurs. Bon, attendez, ce n'est pas du tout ce qui nous ressemble. Merci. Merci Constantin Tomboué. Alors, tout le monde a droit à la parole. Hein. Vous avez droit à la parole, vous aussi. Oui, madame. Joël Vélo. Madame, moi j'aurais d'abord une proposition à vous faire parce que la thématique est très importante. Je sais que je vais dire, je ne vais pas finir. Vous n'avez qu'une minute, donc débrouillez-vous pour conclure. Moi, la première proposition, vous l'avez même souligné, on doit apprendre à parler positif de notre pays. Ah. Oui? On doit Ça m'étonne que ce sorte de vous là. Non, je pensais que c'était la seule. Apparemment, tout le monde est étonné. On doit parler positif de notre pays. Ça devait commencer par vous. Hein. Nous, les Congolais, non, il faut toujours créer des terrasses. Non, il y a des Congolais qui n'ont pas créé des terrasses. Tu vois. Et l'exemple opposé, c'est des Libanais. Oh, tu vas chercher quel Libanais. Donc, on parle vaguement. On doit apprendre à parler positif. Les diables partout. Donc, même en Europe, il y a des diables. Donc, on doit apprendre à parler positif. Il y a les Jeannot Bemba, qui sont des exemples qu'on doit brandir. Il y a tant de personnes des syndicats de Colo aujourd'hui, oui, qui sont des exemples. Oui. Et puis, pour parler, je parlais du monopole. Le monopole ne veut pas dire le système autarcique. Et moi, aujourd'hui, je propose, pour redéfinir, réaménager notre économie, l'État doit monopoliser des secteurs clés de l'économie. En commençant par des banques. Monopoliser n'est pas dire système autarcique. Système autarcique veut dire l'État, dans le fonctionnement économique, vous définissez un fonctionnement dont il n'y a pas l'interdépendance. Non. Donc ici, chez nous, les banques doivent être détenues par... S'il vous plaît, j'ai qu'une minute. J'ai qu'une minute. Laissez les Bantous parler. J'ai qu'une minute. Non, mais vous avez dépassé d'ailleurs. Vous avez 20 secondes. 20 secondes. Donc, allez-y rapidement. Monopoliser ces secteurs.
et réaménager le système juridique et fiscal. Et dans ce système juridique et fiscal, on ne peut pas créer des entreprises pour créer. Ici en Tunisie, pour créer une entreprise, il faut la présence d'un Tunisien. Il n'y a que chez nous, ici au Congo, pour qu'un expatrié, un étranger crée. Non, il est libre. Donc, l'État doit avoir le contrôle dans tous les secteurs économiques et réaménager même la politique, surtout monopolisée. Et là, je suis vraiment clair sur ça. On peut même faire une autre émission. On doit nationaliser certaines entreprises. Même les supermarchés, on doit nationaliser. Ok. Des banques, on doit nationaliser. Non, mais nous avons nos propres, sommes arrivés à la fin, nos propres s'il vous plaît. entreprises. Excusez Bénédicte. Non, nous nous avons sommes nos arrivés propres à la fin. entreprises, des entreprises publiques. Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Mais Déjà, c'est les investissements c'est que le la gouvernement fait. propagande, Je vais vous monsieur donner un Constantin. exemple. Non, s'il vous plaît, je vais vous C'est donner la un exemple. propagande. Boukanga Alonso, je ne vais pas responsabiliser M. Matata, Oui. mais il a dit lui-même que je n'ai pas directement géré ça. Mais qui ont géré ça? Et Ce puis- sont des Congolais. et puis- C'est-à-dire, quelque Vous prenez part, toujours des cas isolés. nous devons également. Non, c'est pas un Non, cas mais isolé, s'il c'est un vous cas plaît, dans l'actualité. s'il vous plaît. Donc nous n'avons pas même nous-mêmes cette volonté-là de faire avancer C'est ce qu'on vous a des dit de dire. investissements qui On nous a sont cette propres. volonté. Donne-moi l'argent. Est-ce qu'on peut conclure, s'il vous plaît? Donne-moi l'argent. Merci. La matière, merci, permettez peut-être cher qu'on revienne sur un nouveau numéro comme Dal demandait. On va voir, on va en discuter avec mon équipe. On n'a pas bien exploité les... Si, on a eu 1 heure du temps pour le faire. Je pense que... Là, on a posé la première. Bon, on va... Mesure de grâce, oui, monsieur Dido, rapidement. Merci pour m'avoir accordé une fois de plus la parole. Et j'ai demandé juste quelques secondes pour remercier la direction de B1 TV. Vous remerciez vous-même la présentatrice Merci. vedette de l'animat, autrement appelée la Cour constitutionnelle Merci. pour les études BK. Merci. Pour l'invitation. L'émission a été très intéressante. Merci. J'espère qu'il y aura une partie 2. Mais vous avez quel problème avec la partie 2 finalement? Espérons que vous allez financer la partie 2, n'est-ce pas? Allez, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir, un honneur, mais un bonheur surtout pour nous de vous savoir connectés, branchés depuis 9h30. Il est 11h. Vous savez déjà où nous retrouver, sur les réseaux sociaux, partout. Ça sera un plaisir encore une fois de vous retrouver le mardi prochain ici, sur B1 Télévision. Entre-temps, merci de bien prendre soin de vous et le programme continue sur B1 Télévision et Radio. À très bientôt.